conférence et un peu un débat, puisque vous allez pas mal participer à... Vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure de la démonstration. Donc l'idée, c'est qu'on a 3 illustrateurs qui sont présents. Il y en a un qui va dessiner pendant que les 2 autres vont un petit peu commenter ce qui se passe à l'écran et puis vous parler de leur parcours, du métier d'illustrateur, de ce qu'ils ont pu avoir comme expérience dans le milieu. Voilà, donc on va attaquer avec Lynn qui va dessiner et puis avec nos 2 commentateurs en direct. Vas-y. Ah, non, t'approches pas trop. Ne te mets pas en face. Bien, donc je propose peut-être déjà que vous vous présentiez, tous les 2. Vas-y, commence. Non, j'y vais. Non, tu veux je... Non, vas-y. Je t'emboîte le pas après. Ou on présente Lynn en premier. Lynn. Lynn est une illustratrice qui a travaillé sur Vensia. C'est un jeu qui vient de sortir. Je ne connaissais pas Lynn avant et elle vient de sortir un premier tome qui s'appelle Shinobi. Voilà, Shinobi. Et le 2e tome est en cours de préparation. C'est du manga. Et j'ai découvert Lynn sur des illustrations de Vensia où elle a un rendu très... C'était du numérique ce que tu as fait sur Vensia ? Il y a les 2 ? Allez, voilà, parce que il y a de la couleur, mais vous savez, quand on fait de la couleur sur Photoshop, c'est souvent assez mécanique. Alors souvent, on essaye de faire des couleurs avant pour casser ce côté un peu mécanique, mais on en reparlera. Voilà. Tu veux te présenter ? Non Bon, moi, c'est Laurent. Je fais de l'illustration depuis... j'en sais rien, depuis quelques années maintenant. Donc j'ai illustré dans du jeu de rôle, dans du jeu vidéo, pour de la figurine. Et j'ai fait des concepts pour de la BD. Voilà, pour des dessinateurs, pour chercher des bâtiments, des armures, des vaisseaux spatiaux, des personnages, ce genre de choses. Voilà, j'ai fait des concepts pour Dupuis et les humanoïdes associés. Et puis toi, tu travailles pour Delcourt. Je travaille pour Delcourt. Disons, de manière épisodique, c'est pas vraiment mon activité première. Je suis très engagé sur les ombres d'Estérène. Et de temps en temps, où il y a des éditeurs qui maintenant commencent un petit peu à me repérer et me sollicitent soit pour de la colorisation de couverture ou comme dernièrement pour les éditions Soleil, j'ai réalisé la couverture de A à Z, donc le concept et la colo. Mais je suis depuis 7 ans maintenant que je suis professionnel. Je travaille quasiment à plein temps sur les ombres d'Estérène. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui connaissent apparemment. C'est bon. Et puis bientôt, je vais être très investi aussi sur Dragon, de Donjons et Dragons. Donc j'ai énormément de travail à produire là-dessus. Et ça va m'occuper quand même un certain temps. Et voilà. Donc je suis relativement jeune professionnellement par rapport à d'autres, puisque c'est depuis 2007 que je suis simplement professionnel. Et vraiment, ma première expérience ça a été des travaux pour des agences de com, Lorrain. Et il fallait bien faire ses premières armes, c'était mon premier cachet, mais ça a été déjà un pied à l'étrier de voir un peu comment pouvait se passer la négociation d'un contrat, ou en tout cas d'un projet. Et donc c'est en 2003 que j'ai commencé un petit peu à voir quelles pouvaient être les contraintes liées liées aux professionnels. Parce qu'avant, quand on n'est pas très discipliné quand on travaille pour soi. Puis après, quand un professionnel commence à faire appel à vous, là ça devient un peu plus compliqué. Il faut bousculer un petit peu ses habitudes pour finalement atteindre au mieux l'exigence que peut avoir vis-à-vis de vous votre éditeur. Voilà. Laurent. Alors en fait, avant de venir pour vous voir, il y a eu tout un tas de questions, s'il fallait qu'on vous fasse des questions-réponses, des démos, ce genre de choses.
Et en fait, on a décidé tous les trois qu'il y en a un qui dessinerait, pendant que les deux autres répondraient aux questions, et puis on allait tourner comme ça. Posez toutes les questions que vous voulez, hein, allez-y. Hein. Oui, alors c'est ça. Alors là, ils m'ont dit que vous auriez peur de poser des questions. Alors du coup, j'ai une liste de questions préparées. Mais je pense que... je pense qu'on s'en fout un peu, quoi. Donc on commence tout de suite par toutes les questions que vous voulez poser. Hein, même ça peut être en dehors du dessin, pour certaines qui veulent mon numéro de portable. Il n'y a pas de souci. Des curiosités peut-être liées à la technique Photoshop, parce que souvent, ça tourne souvent autour de ça. Il y a un micro par notre cher animateur pour vous poser des questions. Alors, si vous avez peur de commencer, il y a des questions toutes prêtes. Je peux vous la passer. On n'est pas plus à l'aise, hein, je vous rassure. Non, mais tu veux vraiment... Ah, mais t'en as pas une à toi, non? Non, bon, tiens. Alors, la numéro 2. Le public français est amateur de beaux livres. On constate une différence assez nette de soins apportés à la présentation des ouvrages, notamment sur l'aspect illustration. Comment expliquez-vous ce décalage? C'est pas moi qui ai. Désolé. Alors, le décalage... alors, attends. La différence nette de soins... Oui, alors moi, je parlerai de la différence entre les États-Unis et l'Europe, hein, et la France. Tu veux répondre en premier? Tiens, il a posé la deuxième. Le décalage. Alors, je vais peut-être dire des bêtises en disant ça, mais ça dépend l'envergure de l'éditeur, ça dépend la capacité financière qu'a l'éditeur à pouvoir embaucher des illustrateurs qui ont de l'expérience, d'autres moins. Souvent, moi je sais que j'ai commencé, on m'a souvent approché, alors que quelque part je dessinais depuis très longtemps, depuis que je suis petit, mais j'étais pas encore aguerri. Donc des fois on vous approche et vous avez encore un style qui est encore très immature, mais il y a comme ça des jeunes éditeurs, pas forcément des grosses maisons, parce qu'ils ne vous approchent pas au début, ça forcément. Et après c'est sûr que quand on fait ses armes, évidemment la qualité n'est pas forcément toujours là. Elle est naissante, mais elle n'est pas forcément, elle n'est pas encore, comment dire, elle n'est pas aguerrie. Donc de toute façon, il faut bien faire ses armes quelque part. Et souvent, c'est vrai que dans le milieu du jeu de rôle, j'ai rencontré une certaine disparité, certes, de qualité, de visuel, etc., lié, à des aspects. Les éditeurs seraient peut-être plus à même de vous répondre pourquoi, comment, mais oui, il peut y avoir comment dire des moyens financiers qui ne sont pas là, et donc il faut aller vers des illustrateurs, on va dire, qui sont désireux de se faire une première expérience, et peut-être arrivent dans ce milieu peut-être en se faisant peut-être sous-payer, mais ça fait quand même une visibilité qui est quand même pas négligeable. Et de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Quand on vous offre pas d'opportunité, surtout que là, si vous n'arrivez pas dans le milieu avec un certain réseau, ça devient un peu compliqué de faire ses armes. C'est vrai que le jeu de rôle permet à beaucoup de jeunes créateurs de pouvoir au moins commencer sur un support sérieux, en tout cas une structure professionnelle, enfin semi-professionnelle, ou en tout cas avec avec une envie de se professionnaliser quoi qu'il en soit. Donc oui, la qualité, oui, je ne peux pas non plus jeter l'opprobre sur ceux qui... J'ai commencé aussi en faisant des choses moches, et puis avec le temps, avec aussi la volonté de pouvoir intégrer des projets d'envergure, il a fallu se former sur le tas, il a fallu beaucoup dessiner, il a fallu beaucoup travailler avec surtout quand on est autodidacte comme moi, évidemment, ça prend du temps, et c'est très inégal au niveau de la qualité graphique. Mais alors après, je ne sais pas comment ça se passe véritablement, toi. Outre-Atlantique, tu as l'air d'avoir une vision plus développée que moi sur ce plan-là. Je trouve qu'on peut retrouver les mêmes problématiques, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Vas-y, dis-moi, c'est d'essayer d'en dire plus, je sais pas. Oui, outre-Atlantique, en fait, moi, je pense que ça vient
18e, 19e, 20e siècle. Il y a la peinture classique, peinture à l'huile. Vous connaissez tous Delacroix et celui qui a fait le sacre de Napoléon. J'ai oublié le nom. Voilà, bon, tant pis. Comment ? David, voilà, merci. David, voilà. Et cette peinture-là, après est apparu le fauvisme, toutes ces choses-là, le cubisme. Et l'Europe s'est éloignée de la peinture classique. Et en fait, il y a beaucoup d'écoles et tout un enseignement qui a commencé à disparaître. Par contre, aux États-Unis, notamment, toute cette culture classique a perduré. Et du coup, s'est améliorée toujours dans un cadre classique. Alors, on peut retrouver des peintures à l'huile de Jacob Collins, vous pourrez chercher, qui sont excellentes. Et ce qui fait qu'il y a une différence, alors c'est subjectif, il y a une différence de niveau entre les États-Unis et l'Europe. Des artistes aux États-Unis qui travaillent sur des jeux de rôle avec un haut niveau graphique, il y en a beaucoup. Il suffit d'aller sur Concept Art, on les voit. Des artistes en France qui ont le même niveau, eh ben on peut déjà plus les compter sur les doigts de la main. Et ça se ressent dans la production. La production outre-Atlantique n'est pas la même que la production en Europe. Et du coup, ça fait aussi un effet boule de neige, puisque toute cette culture du classique, toute cette culture de la fantaisie, et donc du coup, les niveaux qui sont associés et le niveau de revenu qui va avec n'est pas le même. Et on retrouve ce déséquilibre entre les deux continents. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que bientôt tu vas peut-être t'exporter là-bas. Un peu, il y a beaucoup d'artistes français de haut niveau qui s'exportent là-bas. Oui, bon, indirectement, c'est déjà un peu le cas avec Esteren, parce qu'on a déjà exporté. Mais Ouais. moi, personnellement, tout seul, oui, pas encore. Non, pas encore. Ouais, pas encore. Oui. Alors, qu'est-ce qu'a fait Lynn, là ? Ah, du Wenzia. Du Cyrano de Bergerac, Wenzia. Là, elle est concentrée, je suis sûr qu'elle n'entend pas ce qu'on dit. Ah non, si, elle est morte de rire. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui. On parlait de mise en relation avec les éditeurs. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un bon tremplin, le JDR, pour se lancer dans le milieu de l'illustration. Et du coup, je me demandais, notamment dans votre cas, par exemple, pour les Ombres d'Esteren et pour Dragon, est-ce que vous étiez là à la genèse des projets ? Donc, est-ce que ça a été conçu comme un tout avec vous directement dedans, ou est-ce que vous avez été contacté plus tard ? Et dans ce cas, comment ça s'est passé ? Alors moi, Esteren, Dragon, je peux en parler, c'est tout frais. Donc, mais pour Esteren, oui, je suis un des illustrateurs historiques, avec Olivier Sanfilippo, qui est aussi un des plus anciens. Moi, j'ai été contacté via un forum, mon tout premier forum sur lequel je postais mon travail. Et c'était un forum comme ça d'auteurs amateurs, mais qui proposait des galeries d'artistes. Et donc un jour, Néliane, justement le coordinateur de la gamme, à l'époque se baladait sur différents forums et a remarqué mon style. Il m'a approché et là il a fallu commencer à travailler sur des concepts. Et puis très vite il s'est aperçu que ça pouvait coller à un style réaliste, puisqu'à la base on traite un univers quand même réaliste, et je versais un petit peu là-dedans, maladroitement certes, mais je versais quand même là-dedans. Et ça a été véritablement mon tout premier contact avec le... Mais ça aurait pu se faire, pas forcément via le jeu de rôle, ça aurait pu se faire, je sais pas, via la bande dessinée si j'en avais fait, et encore, bon... Les éditeurs BD, il faut... Bon, bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais moi heureusement, quelque part, ça s'est fait dans le milieu du jeu de rôle. Et puis, à force de punacité, à force de travail, et puis de confiance vis-à-vis de l'éditeur, j'ai développé mon compétence. C'est vrai, je peux dire que je me suis formé sur Esteren. Et pendant des années, j'ai été relativement peu approché par d'autres éditeurs. Peut-être aussi c'était à moi de faire la démarche, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi et qu'on sait ce que l'on vaut, ce que exige le marché, ce que l'on vaut véritablement. C'est très difficile d'aller dire bon voilà, prenez-moi parce que vous ne serez pas déçus. Donc non, ça c'est il faut vraiment avoir un sacré culot, mais au-delà du culot, si votre travail ne suit pas,
l'éditeur, à mon avis, ne sera pas susceptible de vous prendre. Donc il faut vraiment que le travail soit en accord avec ce que vous prenez, vos qualités. Et donc oui, je suis à la genèse, je suis là depuis le tout début d'Esteren, bien que les auteurs avaient déjà planché évidemment sur l'univers, mais on s'est nourris les uns les autres. Moi, apportant par mes dessins de l'inspiration pour les auteurs et réciproquement les auteurs vis-à-vis de moi. Et puis voilà, ça s'est fait relativement, enfin, on va dire tout naturellement. Hein. Oui, quelque part, ça s'est fait assez rapidement, puisque j'ai pas attendu longtemps avant que Néliane vienne me chercher. Et puis après c'est une succession des fois de hasard, des fois de choses provoquées qui font que votre réseau éditorial s'étoffe. Mais c'est très 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 compliqué, c'est très très difficile, c'est un des métiers les plus difficiles dans lequel, je ne sais pas si tu as toi des envies d'éditer, il faut être patiente, ça peut être sur le court terme ou du long terme. Je sais que je connais des gens qui ont eu très vite du travail, moi c'est au bout de 7 années de travail acharné qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu intéresser d'autres gens que finalement le staff d'Esteren. Mais il a fallu beaucoup de patience de ma part et de ceux qui m'accompagnent aussi, de mes proches. Enfin, et c'est surtout ça. Si personne ne vous soutient, si vous faites... Enfin bon, moi je sais que c'est ça qui a fait que j'ai pu perdurer. Je ne sais pas si tout seul j'aurais pu continuer. Parce que les éditeurs, ils ne vous attendent pas. Hein. De toute façon, il y a énormément de demandes et c'est à vous de provoquer, mais c'est toi avant tout déjà de voir ce qu'exige le marché. Si vous êtes comment dire, il faut aller voir les galeries, hein, il faut aller voir aussi ce que les gros éditeurs proposent en termes de qualité, et puis voir si vous avez le niveau, quoi, tout simplement. C'est facile à voir, hein, de toute manière, il n'y a pas à se mettre, voilà. Et puis après, voilà, c'est par l'acharnement et puis par la qualité de votre travail, le professionnalisme, parce que le professionnalisme, c'est pas tant la qualité et l'esthétisme de votre travail, mais aussi la ponctualité dans laquelle vous allez mettre à rendre vos travaux, à être le plus sérieux, le plus exigeant, le plus sérieux, et puis à évoluer, à montrer. Moi, je sais qu'Olivier Sanfilippo a été un de mes collaborateurs, assez modèle. Ça a été un petit peu un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui a été très très constant dans cette. Oui, sans parler d'Olivier, il est derrière là. Il vient de s'asseoir de manière furtive. Olivier, c'est un exemple de professionnalisme. C'est un des exemples parmi tant d'autres, hein, de professionnalisme. Voilà, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui rend son travail à l'heure, etc. Outre la qualité de son travail, il a aussi ces qualités-là. Il faut les avoir, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai eu des collaborateurs qui n'avaient pas forcément cette discipline-là. Ça, il faut l'avoir. Au-delà de vos qualités intrinsèques d'artiste, il faut être très très rigoureux. Les deadlines, il faut les respecter. Hein. Là, vous n'avez pas le choix. Hein, voilà. Et après, c'est souvent beaucoup de chance, à moins que vous soyez un génie. Alors là, on vient vous démarcher carrément chez vous. Mais non. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été le cas d'Olivier. Il a fallu qu'il travaille aussi beaucoup. Laurent, idem. Et Eline, ça a été probablement pareil. Donc voilà. C'est un peu le parcours standard, le parcours du combattant véritablement de l'illustrateur. Mais en fait, c'est jamais fini. C'est pour ça, avant, moi j'avais ce défaut, c'est que quand c'était édité, j'étais presque envie de contacter l'éditeur pour lui dire n'éditez pas ça, je vais vous les refaire. Parce que forcément, le niveau, il augmente. Puis au bout d'un moment, il faut l'accepter, ça. Parce que le niveau augmente et en fait, au moment où le bouquin est édité, on avait ce niveau-là. Et puis après, on monte, voilà, tout simplement. Alors ça, c'est donc ligne continue. Ça, c'est une technique de la ligne claire. C'est-à-dire que elle a fait son croquis et après, elle fait du coloriage dans le croquis. Donc il y a cette technique. Et puis il y a la technique par masse. C'est-à-dire qu'on pose des gros pavés de couleurs. Au début, les pavés sont gros et plus on rentre dans le détail, plus les pavés sont petits. Voilà. Puis là, il faut noter aussi que, là, je ne la vois pas, elle est derrière l'écran, mais il faut savoir qu'on a tous nos habitudes, on a nos raccourcis clavier, on a nos stylets, on a nos pinceaux, on a
Là, c'est une performance qu'elle est en train de faire parce que c'est pas notre PC, c'est pas notre tablette, enfin c'est la tienne. Donc je pense qu'Yvan là par contre il va toucher, hein, vous allez voir. Et ouais, t'as la pression. J'ai pas toutes mes brosses. Ah. Et donc là, oui, c'est une performance. Là, je pense qu'elle galère. Là, je pense qu'elle galère. Elle est morte de. Oui, voilà, elle est morte de rire. Elle galère. Est-ce que vous avez une autre question ? Une autre question sur de la technique ou une question sur les fritages qu'on a pu avoir avec des éditeurs. Ça peut être marrant, ça aussi. Ouais. Fritage quand on... Oui, voilà. Je développe ? Ah ouais, non. Non, pas moi. Non, pas moi. Il faut pas balancer. Alors, on n'est pas là pour balancer. Hein. Comment ? Si... Ah oui, il fallait pas commencer. Comment je vais aborder ça là moi, ça s'est toujours très très bien passé en fait. Donc, j'ai pas de cas concret. Voilà. Tu vois, Aussi, Non, alors, moi, je suis pas forcément là pour parler cet aspect-là de la profession. Certes, ça peut arriver, et ça va arriver quand vous débutez, mais globalement, c'est vrai que ça se passe plutôt très bien. Et, Non, je vais en citer un. Je vais en citer un. Soleil, par exemple. Voilà, Soleil. Ah non, mais attends, je suis filmé là. Non, on n'est pas filmé finalement. T'es enregistré. Ah, mais je suis enregistré. Bon, c'est un très très bon éditeur. Non, à l'époque, c'est vrai qu'il fallait travailler sur, il faut travailler sur des, voilà, par exemple, quand on monte un projet de BD, donc il faut le monter et il faut faire les recherches de personnages, les recherches de décors, les recherches de situations. Après, il faut faire les storyboards, au moins de la première scène. Après, il faut faire la planche et après, il faut l'ancrer. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on l'envoie. Et en même temps, ils ont énormément de dossiers. Et là-dessus, si on a un retour, ça peut être « merci de modifier ci, merci de modifier ça ». Et en fait, c'est un travail... Il faut reprendre la planche, il faut la retravailler, il faut la refaire. Ça peut durer des mois. Et puis d'un seul coup, on dit « oh non, finalement non ». Voilà. Et ça par contre, c'est dur. Ça, par contre, c'est dur. Parce que c'est beaucoup de travail investi. Et c'est là où il faut avoir l'abnégation de ce qu'on disait tout à l'heure en disant ce travail n'est pas perdu, puisque de toute façon, je m'en suis servi comme exercice afin d'augmenter mon niveau. Voilà, afin d'augmenter mon niveau. Mais globalement, avec les éditeurs, non, c'est vrai que j'ai voulu faire un peu polémique, mais ça se passe bien. Après, ça dépend. Ça dépend de la relation de l'auteur. Quand il y a un couac, c'est est-ce qu'on a envie d'alimenter le couac ou est-ce qu'on passe à autre chose. Voilà. Et quand on travaille, il vaut mieux passer à autre chose. Comment se s'aborder soi-même là. Bonjour. Est-ce qu'il y a des écoles pour ça ? Est-ce qu'il y a des écoles de formation, des instituts, enfin je ne sais pas, pour réaliser cette création ? Vous voulez dire la bande dessinée ou l'illustration en général ? Généralement, les écoles proposent tout, c'est-à-dire des formations en BD, en illustration, en 3D, etc. Donc vous avez des écoles à Lyon comme Émile Coll, c'est une des plus réputées écoles formatrices d'illustrateurs. Vous avez à Angoulême, je crois aussi, qu'il y a des écoles de formation de dessinateurs de bande dessinée. Vous avez eu aussi à une époque les Gobelins, mais là c'est plus pour l'animation, mais je pense je sais pas s'ils n'ont pas développé justement leur activité. Enfin, c'est 3D, animation, illustration. Enfin bon, généralement, quand vous sortez déjà des deux écoles, les Gobelins et Émile Coll, ça va quoi. Mais il faut tenir le rythme, hein, parce que moi j'ai pas fait d'école, donc je peux pas. Mais les retours que l'on m'en fait, je vois. Et en parcourant certaines galeries, je vois à peu près le cursus de certains illustrateurs. La plupart, pour certains, ils sont le d'Émile Coll ou d'autres des Gobelins ou d'autres machins. Bon, ça forme quand même des élites. Hein. Faut bien dire ce qui est. À condition que le cursus soit mené jusqu'au bout. Généralement, c'est 4 ans ou 5 ans. Olivier, je sais pas si tu as 3 ans, 3-4 ans 3-5 ans, voilà. Donc, mais là, mais ça, c'est... Vous pouvez y accéder.
Mais moi, j'ai pas fait d'école, donc j'ai juste été curieux, j'ai juste été travailleur. Et après, voilà, il faut. C'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de passion, il y a un tas de facteurs qui fait que vous perdurez dans votre envie de vouloir dessiner. Si la vie a fait que vous avez été obligé de vous arrêter parce que vie de famille, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent survenir qui font que ça vous stoppe net. Bon, voilà. Et si vous avez une famille qui vous encourage, si vous n'avez pas trop de problèmes dans la vie, bon, vous avez le temps, vous avez la passion qui continue de se nourrir. Puis voilà, des fois c'est pas plus compliqué que ça. Parce que les écoles, quand même, ça coûte cher et c'est pas forcément la panacée. Mais si on veut pouvoir, on va dire, pouvoir être compétitif assez rapidement, c'est vrai qu'une école aide plus que si vous ne la faisiez pas, à moins d'être un Michel-Ange et d'arriver très jeune à faire à main levée un cercle parfait. Mais sinon, il faut beaucoup d'abnégation. Émile Cole est une très très bonne école à Lyon. Elle est chère, mais c'est une excellente école. Anthony Jean de La Licorne, je ne sais pas si certains connaissent cette BD, sort d'Émile Cole. Vincent Dutré était enseignant à Émile Cole. Je ne sais pas s'il est toujours enseignant. Oui, encore un petit peu. Ouais. Michael Bourgoin, enfin bon, il faut aller sur Internet et regarder. Voilà. Ouais. C'est très abstrait pour vous les mots, les noms, mais voilà, c'est vrai que ça a formé énormément de pointure, ça c'est sûr. Voilà, alors on peut applaudir Lynn qui a bossé avec du matos qu'elle ne maîtrise pas. Et elle a quand même réussi à faire quelque chose de très agréable. Et il faut savoir aussi que le rendu sur le projecteur n'est pas le même du tout qu'à l'écran. Les couleurs sont assez modifiées. Donc voilà, donc du coup elle va passer la main à un d'entre vous. Et elle va venir alimenter le débat, parler de ses propres expériences. Et puis peut-être même commenter ce qu'elle vient de faire. Est-ce que vous avez des questions pour Lynn qui vient de finir sur son travail? Peut-être. Moi, je note que je vais passer juste après Yvan. Donc vous serez indulgent, hein. Il aime pas. Il aime pas. Tu veux peut-être parler un peu de ce que tu as fait? Ah bah c'est... Tiens, tu l'as gardé son... Ouais, super. Tu veux peut-être un peu parler de ce que tu as fait? C'est vachement... Je vois que le personnage regarde à gauche, donc t'es droitière. Ouais, mais je préfère faire les personnages vers la gauche. Je sais pas pourquoi. Niveau courbe. Du coup, ouais. Et du coup, voilà, donc c'est un personnage qui fait partie de l'univers de Vanzia, donc le jeu de rôle que présente le meneur du crime. Voilà, donc j'ai utilisé une technique que je ne fais absolument pas d'habitude, donc voilà, s'il est un peu pourri, je suis désolée. Moi, je le trouve moche, mais bon. Normalement, c'est plutôt un dessin assez cartoon que je fais, donc là, utiliser un broche comme ça, ouais, mais il est pas pourri. C'est pas du tout dans mes habitudes. Non. On parlait de la rigueur, de la remise en question de l'artiste. Bah là, on a un bel exemple. On s'auto-sabre. Alors, moi, j'ai une question. Quand vous avez une commande de la part d'un éditeur, que ce soit jeu de rôle ou à l'extérieur, quelle est la part de liberté créative que vous avez entre les attentes de l'éditeur, qui des fois c'est exactement ce qu'il veut, et voire même pire, il ne sait pas ce qu'il veut et du coup il va toujours vous faire changer des détails. Voilà, quelle est la part de liberté que vous avez vous en tant qu'artiste? C'est une excellente question. Alors ça dépend. Tu m'autorises à passer ouais. Ça dépend de la nature de l'éditeur et alors l'artiste, de l'illustrateur. J'ai travaillé pour un éditeur qui m'a dit « je veux tel personnage ». Alors, je ne le sentais pas du tout, moi, le personnage. Donc, du coup, j'ai travaillé sur différentes physionomies, différents aspects. Je lui ai présenté et je lui ai fait voter. Et du coup, il a choisi différents personnages que j'ai retravaillés. Et au final, il a fixé sur un personnage. Et puis, ça s'est très bien passé comme ça. Et puis, au final, ça, c'était le premier, pas couac, mais élément divergent entre l'éditeur et l'auteur. Donc, au final, il revient et il me dit...
ah non, finalement, je veux celui-là absolument. Donc là, quand vous savez que ça part comme ça veut dire qu'il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter, ça veut dire que ça va pas, vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Et au lieu de partir dans un clash, il faut arrêter. Et la difficulté, alors ça, bon, il y a aussi les éditeurs de BD. Alors les éditeurs de BD, moi, à un moment donné, quand j'ai travaillé pour Soleil, donc je devais faire des visuels, il fallait que je fasse du Adrien Floch. Donc c'était copiste, quoi, Adrien Floch. Après, il faut que je fasse de l'Alberto Varanda. Alors j'ai travaillé sur les ancrages d'Alberto Varanda qui sont un peu particuliers. Mais au bout d'un moment, c'est très dévalorisant. Et moi, je suis passé sur un aspect où, au bout d'un moment, j'ai fait les choses que je voulais faire. Alors je me suis fermé la porte de plein d'éditeurs. Et du coup, j'applique cette technique. Quand l'éditeur, je lui file un truc, s'il est content, je continue. Et puis, s'il n'est pas content, qu'il veut ça, en général, j'essaye de trouver des collègues qui sont plus dans ce style-là et je lui donne le contact. Voilà. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Tu veux... Bah toi, tu es beaucoup plus libre dans ton... Tu fais un peu ce que tu veux, en fait. Tu choisis ton style. Bah, comme je suis mon propre chef, ouais. Après, bah, quand je fais des illustrations sur demande, en général, on me donne une description. Et bon, jusqu'à présent, à chaque fois que je fais quelque chose, quand je propose des croquis, les gens sont assez contents. Donc, j'ai quelques modifications à faire, mais c'est jamais énorme, quoi. La dédicace que tu as faite là, dans le local de Manoir du Crime, là, elle est fantastique. Vraiment merveilleuse. Merveilleuse. Merci. Voilà, alors une autre question pour toi, Lynn. Vu que tu es à la fois auteur et illustrateur, puisque tu fais de la BD et des mangas, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu écris et que ensuite tu illustres? Enfin, comment tu combines les deux techniques en fait, écriture et dessin? Qu'est-ce qui inspire l'autre? Comment ça se passe? Ben, ça dépend. En général, j'écris d'abord le scénario et ensuite je travaille les storyboards de la BD. Et il y a des fois, j'invente un personnage en dessin et du coup, comme j'ai envie de l'intégrer à l'histoire, je modifie le scénario pour pouvoir intégrer les personnages. Et alors, oui. Laurent, tu fais de la BD aussi? Ça t'est arrivé d'en faire? Non, j'ai fait des dossiers pour être édité. J'ai jamais été pris. Et puis, au moment où je commençais à être pris, les Humano, par exemple, m'avaient dit bon, on vous prend, vous allez faire ça, ça, ça. J'ai refusé parce que c'est un travail de dingue en fait. Puis j'avais plein d'autres choses à faire. Puis je venais d'avoir des enfants. Voilà. Il y avait des petits et des grands. Enfin bon, voilà, il faut que je m'en occupe. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé en. Il y a un dessinateur italien qui avait travaillé sur cette BD. C'était une BD de science-fiction. Et les scaphandres, c'était très. Ouais, c'était un peu, vous savez, la grosse cloche, quoi, voilà, avec les antennes. Donc, c'était pas très moderne. Du coup, j'ai travaillé sur des concepts après. Voilà. Ça, c'est bien. Philippe Buchet, est-ce que vous connaissez Manchu? Ça vous parle pas? Regardez Manchu, c'est un des meilleurs peintres français qui existe. Enfin, s'il m'entendait, là, il se foutrait de moi. Mais... Et donc, lui, il fait beaucoup de concepts pour de la BD aussi. Beaucoup de concepts. Il a travaillé sur... vous connaissez Golden City? Non? Golden City, il y a un spin-off là, avec des courses de voitures qui sont sorties Golden Cup, je crois. Donc, il a fait tous les véhicules de Golden Cup. Voilà. Donc là, Yvan, il travaille en... Alors, je ne sais pas trop cette technique. C'est à la fois en masse et à la fois en ligne. Bon, on va dire que c'est plutôt en masse. Donc, en fait, on ne le sait pas, mais il a déjà toute l'illu dans la tête. Donc, on va voir ce que ça va donner après. Il dit que non. Il dit que non? Ah bon. Là, en tout cas, ce que je remarque, c'est que sur sa technique, il est très... il rentre vite. Tu rentres vite dans le détail des choses. Ouais. Rentre vite dans le détail. Est-ce que... je suppose qu'il y a... certains dessinent ou... Oui, toi, oui. Oui. Olivier, je sais pas trop. Oui. C'est le moment de prendre les contacts des éditeurs. Hein. Peut-être que tu veux intervenir sur comment tu fais ou
Actuellement, je teste plusieurs manières de faire parce que je n'ai pas encore trouvé mon petit feeling qu'il me faut. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais j'aime bien pour l'instant encore tester des manières de dessiner différentes afin de trouver, en fonction de la demande en fait, d'un dessin ou de l'univers, avoir un style qui lui correspond plus que ce que je suis capable de faire normalement. Donc voilà, personnellement, j'essaye de m'adapter en fonction de ce que je suis en train de faire. Ouais, mais ça, je crois qu'on apprend à chaque moment, quoi. C'est ça. À chaque moment. Alors, je pioche dans les questions qu'on avait préparées. Oui, est-ce que. Est-ce que vous avez eu déjà des demandes vraiment bizarres, enfin, des demandes qui vous auraient surpris, des demandes, des commandes d'illustration, des choses qui tombaient vraiment. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter à ce propos? Ben, moi, en convention, déjà, je fais des portraits anthropomorphes des gens. Et il y en a un qui m'a quand même demandé son portrait avec un mélange de cerf, de coq et de loup. Voilà. Ça a donné un beau cocktail, ouais. Tu l'as fait? Ah, ça Je l'ai fait. Ça ressemblait à rien, mais il était heureux. Oui, alors moi, ça, c'était pour un éditeur. L'éditeur me dit, je ne vais pas citer son nom, c'est pour un jeu avec un T, un V. Voilà. Et l'éditeur me dit, on fait un supplément et cette fois, tu vas être content. On part vraiment en mode space opéra. Et donc, du coup, on va pouvoir faire des batailles de vaisseaux spatiaux, des trucs, des gars en scaphandre. Enfin, voilà. Donc, j'y vais, je dis oui, tout de suite. Voilà, tout de suite. Et je reçois la première commande. Et la première commande, c'est je veux une scène où il y a des filles qui dansent à poil en train de s'enlacer et de s'embrasser, et des mecs qui sont tout autour en train de se palucher. Et ça, je reçois ça, je fais mais non, il doit y avoir une erreur. Je le recontacte, il me dit oui, en fait c'est du space opéra, mais ça se passe dans un astéroïde qui est un astéroïde genre maison close. Et là, toute la scène se passe là-dedans. Et bon bah là on a l'air con quoi. Alors si vous voulez, dans le book, j'ai gardé une illu de ça, celle qui était bon, une illu de ça que j'ai laissée parce que ma compagne m'a dit oh non, elle est bien dessinée, mais bon, voilà, le côté fétichiste, c'est pas trop mon, enfin, pas en public quoi. Ok, pour les auteurs. C'est magnifique. Ah non, oui, tu voulais commenter Non, je trouvais que c'était magnifique. Le charisme du personnage là, et le mouvement autour de. Alors, vous voyez. Enfin, je vais faire une pseudo-interprétation. Il y a un mouvement déjà de montée qui est de la gauche vers la droite. Ça, je pense que c'est quelque chose de volontaire. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est de toujours essayer de mettre du mouvement dans l'illustration. Et là, le mouvement, donc, on l'a par le déplacement du personnage de gauche à droite et en montant. On l'a par, si vous regardez, le personnage, il va en avançant. La tête est devant les pieds. Et donc, on a bien un sentiment de mouvement. On a du blanc devant, de la traîne derrière, et la traîne, elle est représentée par l'ensemble des traits, enfin de la tenue qui sont derrière. Si vous regardez, donc on est toujours dans le cadre du mouvement dans cette tenue, et c'est là, dans ces détails-là, qu'il faut absolument casser la symétrie. C'est-à-dire que si on commence à faire des traits complètement parallèles ou des traits qui sont uniformes, là, on va rentrer dans quelque chose de trop symétrique. Donc, il faut absolument casser la symétrie. Et le dernier mouvement que vous pouvez voir, c'est un mouvement de spirale autour de la tête. Donc ça aussi, même si, par exemple, vous faites de la peinture classique, si vous dessinez pour un verre sur une table, par exemple, la table, il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est comme le verre est rond, travailler la texture de la table en faisant le tour du verre et en travaillant un mouvement comme ça. Dans la texture de la table. Voilà, ça rajoute du mouvement pour le personnage. Ouais, alors une autre question. Quand on est auteur, on conseille de lire énormément de choses pour alimenter l'imaginaire. Comment ça se passe justement pour progresser en termes d'illustration, pas en termes de technique proprement dite, mais en termes d'influence, en termes d'apport extérieur, pour faire évoluer son style? Comment est-ce que vous vous y prenez en fait? Est-ce que vous allez dans les musées? Est-ce que vous regardez, vous penchez un moment sur un artiste en particulier et vous bouffez en analyse tout ce qu'il a fait? Comment ça se passe?
pour faire des nouvelles choses en fait, pour alimenter votre créativité? Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de recherches déjà sur Internet pour tout ce qui est images et certains documents. Et après, j'utilise aussi pas mal de livres. Par exemple, pour mon histoire, qui est une histoire de ninja qui se passe au Japon féodal, je lis quand même pas mal de bouquins sur le ninjutsu et sur l'histoire du Japon. Et après, je regarde aussi pas mal d'images sur Internet et les BD aussi qui touchent au même sujet. Du coup, ça me permet vraiment de faire des trucs plus ou moins réalistes, quoi. Essayer d'être au plus proche. Moi, c'est complètement déstructuré. En fait, je regarde un film, je fais ah ça c'est génial, voilà. Et donc du coup, je fais des captures, je les garde, je les perds. Du coup, je regarde le film, je refais des captures. Après, moi, j'ai des auteurs de prédilection, donc alors ça change. Alors, moi, je passe de Laufray à Briclot, à Simonetti, à plein d'autres, quoi. Et il y a des images comme ça que j'adore, mais par contre, en fait, je pense que l'imagination, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il faut regarder des films, il faut lire, il faut regarder des images, etc. Puis d'un seul coup, on travaille pour un éditeur et on va avoir l'idée au lieu de dessiner un personnage qui ouvre la porte, on va dessiner le rond de la poignée et le personnage qui se reflète, donc vous savez, déformé là avec le rond, en train d'ouvrir la porte, voilà. Alors comment cette idée elle est venue je sais pas, peut-être en regardant un film de Besson où entre deux pampans et deux bagnoles qui se coursent, il y a quelqu'un qui ouvre une porte, je sais rien. Voilà, ce genre de choses. Par contre, après, il y a des... Alors ça, c'est le truc qui est pas structuré. Et après, il y a des thématiques. Là, pour Venzia, sur la couverture... Ah oui, alors, par contre, c'est un piège. Là, j'ai mon éditeur qui m'a averti que Alors, je sais pas si vous êtes au courant, j'ai fait voter pour la couverture de Venzia pour choisir entre le poisson et le dragon. Le poisson, en fait, j'ai fait un poisson, etc. Puis j'ai fait un mouvement comme ça. Il m'a ressorti une couverture du tome 7 des Forêts d'Opale. C'est le même mouvement du poisson. C'est la même tête de poisson. Alors légèrement un peu tournée comme ça, mais en gros, si je reprends l'illustration que moi j'ai faite, machin, je vais avoir beaucoup de mal à expliquer que c'est pas une copie ou du plagiat, quoi. Donc du coup, je vous informe, pour ceux qui ont voté le poisson, il va falloir que je lui change un peu sa gueule, parce que voilà. Alors typiquement, voilà. Et ça m'est déjà arrivé aussi une fois de faire un gars comme ça avec une armure, non, avec une lance, et alors je l'ai fait comme ça, mec, un peu 300, mec épilé avec les pecs et tout. Bon. Et on m'a dit, ah non, ça c'est une illustration de Didier Chris. Et je l'ai regardé, effectivement, c'est une illustration de Didier Chris. Et il y a un mec qui arrive et fait, non, en fait, c'est une illustration de Frazetta. Et donc, ouais, Chris avait pompé sur Frazetta et moi, j'avais pompé sur Chris, quoi. Voilà, donc ça, c'est le truc pas structuré qui à la fois alimente et à la fois pollue. Enfin, bon, c'est compliqué. Je pense que dans le cerveau, c'est le bordel, hein, c'est compliqué. Après, le structuré, c'est la couverture de Venzia que je fais un bateau. Alors le bateau, je fais comme Lynn, j'ai tout un bateau sur les mâts, parce que en fait, les mâts des bateaux, c'est pas un grand mât, c'est un mât et accroché avec un autre bout de bois et un autre bout de bois, parce que les arbres, ils sont pas assez grands pour faire des... Donc du coup, j'ai appris tout ça. Alors j'ai plein de photos de bateaux avec les nœuds, les cordes et tout. Je connais même les termes là, mais bon, voilà. Donc voilà. Ok, alors dans la continuité, donc on parle d'inspiration. L'inspiration extérieure, les influences, c'est quelque chose c'est aussi quelque chose qui a ses limites. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'auteur, c'est déjà arrivé que je lise un bouquin, que je me prenne une claque monstrueuse et que j'arrête de bosser pendant un temps parce que j'avais l'impression que ça allait complètement modifier ma façon de travailler. Ça doit faire ça aussi des fois dans l'illustration. Vous découvrez un mec, une façon de dessiner qui est quelque chose qui vous sentez que ça peut vous apporter énormément de choses, mais peut-être trop d'un coup finalement, au sens où au moins au début, après j'imagine avec l'expérience, une fois qu'on a son style propre, c'est moins le cas, mais au début il doit y avoir des claques visuelles qui vous font dire j'arrête, ou alors finalement il faut que je repense complètement à ma façon de bosser. Comment ça s'est passé pour vous? En fait, on doute souvent, enfin, je dis on, mais je suppose que tous les illustrateurs sont un peu pareils. C'est vrai que, bon, des fois, on est content de ce qu'on fait, puis après, on voit des trucs d'illustrateurs qui sont vachement meilleurs, et
ça démotive complètement ou justement on a envie d'essayer d'arriver au même niveau. Ça dépend des fois. Mais ouais, enfin, enfin voilà quoi. Ouais, non, moi je suis pas. Alors avant j'étais dans ce cas-là, et puis. Mais là ta question elle est plus vague que l'illustration. Elle est l'état d'esprit entre l'échec, la jalousie, la réussite, l'envie de faire quelque chose. Enfin, c'est beaucoup plus vague que ça. Moi je sais que je ne suis plus gouverné par l'ego et par la jalousie. Ce qui fait que si je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, du coup je vais essayer d'aller vers cette personne pour comprendre. Voilà. Et puis j'ai fait un truc, c'est pas bien, c'est moins bien que l'autre, bah, ça veut dire qu'il a un meilleur niveau. Puis moi, à ce tenter-là, eh ben, j'avais ce niveau-là et je vais bien réussir. Lui est arrivé, je vais y arriver aussi. Pour moi, on ne perd jamais. C'est où on gagne, où on apprend. Voilà. Donc après, c'est une philosophie de vie qui est un peu dans tout, quoi. C'est pour ça que, bon, après, alors là, on va débattre, mais la société, elle est en train de tourner un peu sur la rapidité, la culpabilité, la jalousie, l'ego, l'orgueil. Je pense que si on se posait un petit peu et qu'on se... et clapait dans le monde avec les colons, et qu'on parlait un petit peu plus, voilà, on irait, ça se trouve, plus vite. Parce qu'on serait moins gouverné par notre ego. Mais bon, la question de l'ego, ça c'est une grande question. Alors, là, on rentre dans le détail. Alors là vous... Ah, on sent bien le mouvement. Hein. Et moi, je vais passer après. Hein. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui. Tenez, je vais vous passer mon micro. Non? Bon. Comment vient votre don? Comment vous l'avez ressenti? C'est tout petit? C'est pas un don. Quand vous étiez petit, comment c'est venu? Alors on parle pas de don, hein. Enfin, c'est une qualité. C'est une passion à la base. Oui. Et enfin, pour ma part, moi, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Oui. Et j'ai toujours passé tout mon temps à dessiner. Et du coup, en fait, on va dire que le niveau qu'on a au bout de quelques années, c'est plus du travail qu'un don, en fait. Ah, moi non, moi, c'est que pour la thune. Voilà. Puis après, j'ai fait, vous me payez ça? Je suis merde, je me suis planté de... Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais partir en bourse, alors, faire trader. Non, je crois pas au don, mais alors ça aussi, c'est un autre... c'est un autre débat. Moi, je pense qu'on a tous les mêmes capacités. C'est-à-dire que si demain, vous dites... Alors, c'est un point de vue purement personnel. Hein. Si vous dites, voilà, j'ai envie de travailler dans la mécanique quantique, eh ben, vous allez y prendre le temps, vous ouvrez des ouvrages, et je suis sûr que vous deviendrez très bonne en mécanique quantique. C'est pareil pour l'illustration, c'est pareil pour tout. Voilà. Et moi, on m'a toujours dit que j'étais un gros nul. Donc, un jour, c'est marrant, au lycée, mon prof se foutait de moi en physique. Je dis, bah, vous rigolez, vous verrez quand je serai prix Nobel. Donc, tout le monde a rigolé. Mais en fait, au final, j'ai fait un doctorat de physique. Et puis, je suis retourné voir ce prof-là et je lui ai proposé des stages de formation que je faisais aux enseignants de lycée pour savoir s'ils voulaient se remettre un peu à niveau, etc. Bon, c'est le côté un peu revanchard, c'est pas très très bien. Et c'est pareil, alors quand j'ai commencé le dessin, j'étais mis d'une nullité. Alors bon, c'est pas que je suis beaucoup mieux maintenant, mais y a des gens qui m'ont dit, mais tu feras jamais rien, en plus tes dessins, ça va pas, c'est tout déséquilibré. Et en fait, c'est ces mêmes personnes qui, quand il y avait les grands salons à Paris, là, le monde du jeu, étaient dans les files d'attente pour faire dédicacer. Alors, il y a aussi un côté un peu revanchard, mais maintenant j'ai passé ce côté revanchard, je suis plus dans l'ego, mais je pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut, quoi. Il suffit juste de vouloir le faire. Voilà. Et pas laisser le temps partir. Donc se lever pas à 11h et puis faire les choses, quoi. Voilà. Moi je suis sûr que tout le monde a des trucs qu'il veut faire et qu'il met le moyen pour le faire, quoi. Ouais. Non ? Alors ça c'est une étape de l'illustration. Quand on arrive sur le détail, c'est une étape qu'on fait sur la fin. Alors
on est très attiré par ça. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas, toi, Yvan, mais effectivement, quand on fait une illustration, normalement, on ne devrait pas passer dans le détail parce qu'on a encore du travail sur la gestion de couleurs, la gestion de l'équilibrage des masses, etc. Mais moi, en tout cas, je suis très attiré par commencer à travailler le petit truc, etc. Et il faut que je me fasse violence pour dire non, reprendre la vision globale, etc. Alors ça, du coup, je déborde un peu. C'est un truc, quand on dessine, quand je vois sur des cours de dessin, là, les élèves, ils commencent, puis au lieu de poser des formes très massives, hein, une grosse tache noire pour les yeux, ils vont commencer à super bien travailler un œil, et super bien travailler l'autre œil. Puis du coup, en fait, il y a un œil qui est là, puis l'autre, il est là, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les masses, enfin les lignes, quelque chose de large. Et on rentre dans le détail petit à petit, mais on rentre dans le détail un peu partout au même niveau. Et après, on rentre dans le détail, mais encore un peu partout au même niveau. Et on commence pas à travailler super bien l'oreille, alors que l'autre, ça reste juste un rond, quoi. Sinon, on peut être sûr qu'elles sont déséquilibrées après. Ah, désolé, je suis un peu long, là. Lynn, désolé, je me tais. Ah non, vas-y, parle. Est-ce que tu veux parler de Shinobi ? Pour faire une illustration, il me faut environ, ça dépend de l'illustration, mais moi il me faut une journée, plusieurs jours. Je pense qu'Yvan, il doit lui falloir 20 minutes. Et, S'il n'y a pas de questions, on va peut-être changer d'illustrateur. ça y est, c'est mon tour. De toute façon, il a dit qu'il n'aurait jamais fini, donc... De toute façon, on n'aura jamais fini. On a 20 minutes pour un truc. C'est comme vous voulez. Je sais pas. Tu surveilles le temps. J'ai pas. Est-ce que vous avez encore quelques questions à poser à Laurent avant qu'il passe à la tablette? Ou à Lynn. Lynn va rester de toute façon pour... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Après, oui, parce que je suis un homme, moi. Donc, je suis à la tablette ou... Ouais, enfin... ou à la tablette ou aux questions, mais j'arrive pas à faire les deux trucs. Voilà. Ouais. À la tablette, vous allez rire. Bon. Pas d'autres questions? Non, on va passer à... Ouais, bon. Ça va être à toi de dessiner. Et vous serez gentil, hein? J'y vais? Bon. Ouais. On peut applaudir la performance d'Yvan qui a fait quelque chose de quand même bien sympa, qui va pouvoir nous commenter dans quelques instants le temps que Laurent s'installe. Ah non, hein. Qui compte sur toi. Ah non, mais j'ai pas trop entendu. Non. J'ai pas trop entendu les débats là. Non, mais est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce que tu as fait, nous expliquer comment tu t'y es pris? Oui, à la base, je partais d'une idée, parce que j'aime beaucoup le land art. Je sais pas si vous connaissez. Ces créations artistiques éphémères là, que l'on peut trouver dans certaines forêts. Et c'est justement, j'avais une de ces créations en tête et j'ai voulu en faire une sorte d'entité féminine. Donc ça partait comme ça d'une corolle en une sorte d'osier, comme ça, et ça tombait, cette création comme ça tombait par des grosses branches que j'ai voulu représenter en forme de cape. Voilà, une créature, un élémentaire naturel, quoi, voilà, et un peu noir parce que j'aime bien la noirceur dans les dessins. Je suis encore imprégné d'Olivier Ledroit. Il parlait d'Olivier Ledroit, je crois, tout à l'heure. C'est un des illustrateurs aussi que je visite souvent, comme John O, etc. Ce sont mes valeurs sûres quand je veux pouvoir reprendre un petit peu d'inspiration. Je vais leur rendre visite via des bouquins. Et voilà. Moi, j'ai voulu mettre quelques, je les ai pas mis là, mais des pierres levées parce que bon,
histoire de coller à Estérène. C'est une créature estérénienne, bah ouais, je suis imprégné, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Après, c'est un tas de hasards liés à soit des bugs d'affichage qui fait que, tiens, ça a créé une tâche sympa qui peut soit nous évoquer la forme d'un visage, la forme d'une main, la forme d'une forme. Qu'est-ce qu'il dit? Je monte le Mont Blanc. D'accord. Merci Laurent. Donc on voit qu'il faut peu de travail pour détruire une œuvre. Hein. Voilà, exactement. La dame en noir qui monte le Mont Blanc. Et puis, voilà. Puis, ce qui me passait un peu par la tête, c'est un peu abstrait, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a du vent, d'accord, voilà. J'espère que tu feras la même chose sur le dessin de Lynn. Voilà. D'autres questions, si vous avez... qu'est-ce qui vous a intrigué dans cette création? Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à raconter, c'était un peu pris sur le vif et il n'y a pas eu une grande réflexion, si ce n'est ce souvenir qui est apparu. Fais gaffe, toi, la question que tu vas poser. Pour ceux qui veulent en faire leur métier, d'autres questions liées à... Il y en a d'autres parmi vous? Non, personne d'autre? On a répondu à tout, tu penses? Ah, t'es la cible, hein. Fallait pas dire que tu voulais dessiner. Hein. Du coup, là, on vous avait vu, vous deux, dessiner et on a pu voir que vraiment vous aviez deux techniques différentes, en tout cas sur Photoshop. Donc, on voit que toi, tu avais une forme de pinceau différente et que toi, tu en avais une autre. Est-ce que vraiment, quelles sont du coup vos manières de dessiner à chacun sur Photoshop, vraiment? Alors, moi déjà à la base, je dessine pas sur Photoshop, je dessine pas sur un ordinateur. Je fais tout à la main. Et normalement, je scanne et je fais que les couleurs sur Photoshop. Et normalement, quand je fais des couleurs sur Photoshop, je travaille plutôt en aplat. En fait, vraiment style un peu dessin animé où c'est des aplats avec des ombres bien nettes. Voilà, ça n'a rien d'aussi compliqué. C'est pas aussi chiadé que ce qu'ils font là. Alors j'ai un peu honte avec ce que j'ai fait tout à l'heure, mais... C'est pas chiadé, c'est très enlevé, plutôt. Mais je trouvais pas les pinceaux que je voulais en fait sur ce Photoshop-là, parce que c'est un Photoshop que je connais pas. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'ai pu trouver, quoi. Voilà. Mais Photoshop, pour moi, l'emploi de Photoshop, c'est une réadaptation de mon style, parce qu'à la base aussi, je faisais un peu comme Lynn. Je travaillais plutôt en ligne claire, en traditionnel, parce que je faisais de l'aquarelle à une époque. Maintenant, je m'y remets aussi parce que j'ai un travail qui le nécessite. Mais Photoshop m'a ouvert à travailler un peu plus en impressionniste. Par moment, pas toujours. Je reviens à la ligne claire parce que ça ramène un petit peu au dessin. Là, c'est vrai que travailler en masse, c'est un peu travailler comme un sculpteur, mais moi, personnellement, j'ai un petit peu tendance à perdre en virtuosité au niveau du dessin, au niveau de la ligne claire. Donc j'essaie d'abandonner le côté je travaille en masse et je sculpte la masse et après j'essaie de se faire ressurgir un dessin. Donc je reprends la base de la ligne claire, le dessin carrément. Dessin, c'est-à-dire avec la structure anatomique autant que possible et après je remplis mes vides avec de la couleur pour les... Bon. Mais j'évite au possible de travailler en masse. Là, dans l'exercice de l'exhibition, généralement, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et puis, c'est vrai que c'est un peu plus jouissif. Ça permet un petit peu de lâcher le bras, de lâcher l'esprit et de ne pas être trop crispé sur son dessin. Et ce qui est bien, c'est un petit peu le jeu d'improvisation quand on part comme ça. Comme je disais tout à l'heure, lâcher une tâche, une masse, et d'essayer d'extrapoler cette masse, voir ce qu'on peut y voir, évidemment avec les codes que l'on a, hein, les codes visuels que l'on a, généralement on est imprégné de ça, donc arrive toujours à faire ressurgir soit nos thèmes de prédilection, comme les créatures, les choses comme ça, moi rarement les humains quand je fais ce genre de choses, mais c'est ce qui est, je pense que même en traditionnel, on devrait aussi de temps en temps prendre un pinceau, de la couleur et aller, et on lâche tout.
Ça, c'est très important, je pense, pour justement ne pas être trop dans le côté architectural des choses, mais un peu plus expressive. Si on est en quête de mouvement, d'expressivité, je trouve que l'impressionnisme, l'expressionnisme, tout ça, c'est vraiment parfait. Après, évidemment, on ne peut pas toujours se le permettre. C'est souvent pour se faire plaisir qu'on fait ce genre de choses. Sur Resteren, par exemple, je ne peux pas me permettre ce genre de choses parce que je suis dans du réalisme. Ça dépend, peut-être pour des créatures comme les Féondas, où là, je peux éventuellement adopter cette technique comme ça, très abstraite, de lâcher et puis faire surgir de temps en temps une épine, un bras, une mâchoire, etc. Mais plus habituellement, je reviens vraiment au dessin, au trait, avec vraiment le très académique, quoi. Voilà. C'est rare quand je procède comme ça. Hein. Là, c'est vraiment parce que je m'amuse. Hein. Sinon... Et après, pour les brosses, ben, il faut expérimenter. On en découvre tout le temps. Mais plus ça va et plus je réduis. Et moins j'en ai finalement. Je tombe avec, comme si je travaillais véritablement en traditionnel, avec simplement un crayon et des pinceaux. Point barre. Mais pas pléthore de brosses comme j'ai pu avoir à une époque où j'en avais une centaine et j'en ai utilisé que 3-4, quoi. Une dizaine à peu près. Et plus ça va, plus ça réduit. Parce que je commence à bien les connaître, elles me sont familières et voilà. Tu peux nous commenter un petit peu ce qu'il est en train de faire? Ouais, ce serait plus à lui à même de commenter. Je vois pas trop ce qu'il fait là. Je veux dire, c'est pas assez. Alors, lui, il est carrément parti, voilà, d'un fond sombre. Et il travaille carrément du blanc sur noir. Une technique très difficile. Je l'admire parce que il faut quand même une certaine virtuosité pour arriver à travailler les clairs-obscurs. Enfin, je ne sais même pas si c'est un clair-obscur qui va tenter de travailler. Voilà. Encore, voilà, autre manière de faire. On commence par un fond et puis on applique. Après, on dessine sur ce fond. Ça se fait assez souvent. De là à dire, bon, pourquoi, comment, voilà, c'est vraiment l'inspiration de l'auteur et suivant, voilà. Tu peux brancher un micro Laurent, t'es branché là, vas-y. Oui. Alors là, vous me demandez de parler en même temps que voilà. Alors, déjà que Alors, moi, je travaille en masse. Alors là, j'invente parce que je sais pas quoi faire en fait. Je me dis que comme j'ai pris du poids, je vais faire un mec qui est un peu, parce que j'en ai marre des mecs bodybuildés et des super nénettes parce que ça me complexe, voilà. Voilà, donc on va faire ça. Donc moi je travaille en masse, parce que j'ai cru entendre qu'il l'avait dit, que oui. Yvan, tu l'avais dit. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Tout à l'heure, je vous avais dit, mon dessin il n'était pas bien centré, alors je le centre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Yvan, tout à l'heure, il a mis plein de calques. Voilà. Parce que je suis pas sûr de moi, c'est pour ça. Ouais, moi j'y vais à la brutasse, là. Alors, est-ce que vous arrivez à voir la forme qui se dessine ou pas? Je ne me rends pas compte comment ça rend. Une sorte de Bouddha. Alors, de temps en temps, moi, je mixe un peu les deux parce que des fois, je perds mon trait, alors il faut que je... Si vous voulez, on peut même complexifier l'exercice. Si vous y a des choses qui vous viennent et que vous voulez voir rajoutées par Laurent, allez-y. Si ça vous inspire quelque chose, qu'on rigole un peu parce que... Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître? Un personnage avec une tête de hibou qui a aussi une tête de je sais pas quoi et... Non, Lynn? Cerf et loup. Justement, fais un homme hibou là.
parler de hibou. Est-ce qu'on voit quelque chose là ou pas? Oui. Perso, je vois plus un hippopotame qu'un hibou là. Mais... Tu peux pas enlever ton fond qu'on voit mieux parce que... On voit pas là? On voit pas? Ah voilà, un peu mieux, voilà. Oui, on voit mieux là, c'est ça? Ouais. Oui, oui, oui. Je laisse apprécier. Est-ce que... Là, oui, vas-y Laurent, vas-y. Remplis. Ouais, Remplis les blancs. Ouais, merci, merci de me soutenir là. J'ai plus à même de l'animer. Je sais pas, est-ce que certains ont des questions? On a fait le tour. On a perdu un peu de l'auditoire. Il faudrait qu'on arrive à les rameuter là. Alors du coup, a priori, vu qu'on est quand même au salon du jeu de rôle, à part avoir illustré pour du jeu de rôle, est-ce que vous pratiquez le jeu de rôle? Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous avez d'expérience? Est-ce que vous y êtes arrivé par goût et parce que vous aimez ça ou parce que l'occasion fait larron et... Voilà. Alors moi, les gens sont toujours surpris quand je leur dis que non, je suis pas du tout issu du jeu de rôle. Ben, j'ai commencé un peu comme probablement comme beaucoup de rôlistes à lire les livres dont vous êtes le héros, mais j'ai abandonné très vite. Et après, je me suis consacré finalement au dessin parce que ça prend énormément de temps et très peu après pour finalement jouer à autre chose. Et puis c'était ma volonté tout simplement voilà, de tout miser sur le dessin. Et le fait d'intégrer une équipe de jeux de rôle m'a pas forcément donné la fibre. J'ai pratiqué une ou deux parties sur Resteren, bizarrement, hein, c'est drôle, mais ça m'a pas donné. Voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant à regarder parce que je suis un introverti, ce qui fait que c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Mais je préfère voir les rôlistes actés plutôt que l'inverse. Je trouve ça fascinant à voir, à écouter. Et voilà. Bon, il s'est trouvé, je suis dans le jeu de rôle parce qu'on m'a sollicité pour illustrer du jeu de rôle, mais non, je suis pas du tout rôliste. Je ne sais pas si je le deviendrai. J'ai trop à faire en illustration pour ça. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. Olivier Sanfilippo arrive très bien à concilier les deux. Alors lui, il est très fort, mais lui, il était peut-être rôliste avant même d'être dessinateur, je ne sais pas. Il faudrait qu'il nous le dise. Mais voilà. Non, c'est pas du tout à la base mon univers. Lynn ? Alors moi je pratique pas du tout le jeu de rôle, non. J'en ai fait peut-être 3 fois dans ma vie. Donc voilà, je peux pas trop parler là-dessus. Mais bah, c'est vrai que du coup les parties de jeu de rôle en général durent assez longtemps. Des fois c'est même en plusieurs épisodes, donc si on doit être présent à chaque épisode, enfin bref, déjà j'ai du mal à trouver du temps à jouer 5 minutes à un jeu vidéo, donc faire du JDR, j'aurais pas du tout le temps. Il y a beaucoup de vocations à avorter, même une fois que dès que la famille commence à s'agrandir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rôlistes qui avaient abandonné le jeu de rôle. Donc nous, c'est vrai que ça a été plutôt notre profession, le fait de dessiner qui fait qu'on voilà, on peut pas être partout et on ne peut pas développer de l'amour pour tout. Moi, j'y arrive pas, hein, personnellement. Moi, je suis un peu monomaniaque, hein, c'est le dessin. Parce que faut dire, on est dans un milieu tellement concurrentiel que bon, il y a un moment donné, il faut faire c'est quand même du... Justement, toi qui veux être dans la profession, c'est un minimum si tu veux pouvoir intégrer ce milieu-là, c'est du 8 heures par jour, quoi, hein, intensif et voilà. On compte pas ses jours, on compte pas ses week-ends, ses vacances. Il n'y a pas de vacances, déjà, mais en indépendant, si on veut pouvoir en vivre, il faut travailler beaucoup, quoi. Voilà. Donc, mais je reviens un peu là-dessus, parce que c'est vrai que ça a l'air, je pense, à la fois de te peiner, je sais pas, un petit peu de te décourager. J'ai l'impression que je sens une sorte de découragement. Mais si tu as ça, il faut le faire. Si tu peux le faire, tu le fais. Reste pas sur une frustration et lance-toi. Si tu as des gens pour t'aider qui peuvent te soutenir jusqu'au bout, ça reste un beau métier, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un métier très 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 difficile.
où il faut travailler énormément pour pouvoir un petit peu suivre la machine en marche, qui est bien en marche. Et il naît en ce monde un virtuose tous les mois, quoi, hein. Donc c'est très très compliqué. Ouais, c'est difficile. Mais franchement, fais-le, si tu peux le faire, fais-le. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, attends un peu et puis reviens-y. Mais il faut travailler, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire ouais c'est facile. J'aimerais bien te dire ça, mais c'est pas possible. Non, parce que ce sont des questions récurrentes et qui reviennent souvent quand on vient d'agir illustrateur. Comment on fait, du travail. Parler tout à l'heure de dons. Je sais pas, non, je crois pas. Hein. Ça se travaille tout ça. C'est énormément de travail. C'est juste que t'as juste fait perdurer ta passion, c'est tout. Après, il y a un contexte probablement familial et qui font que tu peux être finalement poussé vers cette voie-là. Moi, j'ai eu ma mère, par exemple, pas mon père, très pragmatique, il fallait bosser, fallait aller au charbon. Mais heureusement, moi, c'est ma mère aussi qui m'a beaucoup poussé. Voilà, souvent les proches passeraient. Hein. Ou alors, tu portes ça en toi et tu y vas. C'est aussi simple que ça. Mais il faut travailler. Il faut oublier les jeux de rôle, il faut oublier l'essence de jeux de rôle. Non, là, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui. Mais c'est sûr, quand on vise le confort, de vie, ça vous apporte tout sauf le confort de vie. À moins de très vite pouvoir faire son trou dans le milieu. Mais faut pas relâcher l'attention, quoi. Hein. C'est toujours, voilà. Faut pas se dire en rentrant, allez hop, je me pose. Non. Prends son crayon, on y va. Aline, pour toi, encore, il va falloir que tu t'arrêtes un peu. Ouais, moi je suis obligée de me calmer un peu là, mais mais sinon, ouais, en général, je bosse à peu près 10 heures par jour, week-end compris, jour férié, en ayant les gosses dans les pattes en plus, donc voilà, c'est pas facile tous les jours. Voilà. C'est pas métro, boulot, dodo. Non. C'est boulot. Mais on en retire une belle satisfaction parce que bon, on s'accomplit quelque part, hein, d'une certaine façon. Mais tant que la passion est là, c'est aussi un plaisir de travailler, quoi. Moi, je bosse 10 heures par jour, mais j'y prends aussi plaisir, quoi. Sinon, je le ferais pas. Hein. Qui plus est quand on travaille dans des univers comme dans lesquels on travaille. Forcément. Faire du fantastique, je crois que tout illustrateur a envie de commencer par ça. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, moi, j'ai fait de l'alimentaire, j'ai fait de la communication. C'était pas... Bon, maintenant, c'est bon, je peux me consacrer un peu plus au fantastique, mais voilà. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose là ça... Ah, mais super, ça prend forme ça. Donc tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai pris un calque et j'ai mis une gamme de couleurs dessus et j'ai utilisé un mode d'incrustation pour faire ça. Et si vous regardez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je monte les détails un petit peu partout et surtout, je ne zoome pas sur l'image. Voilà. Alors normalement, en démonstration, ce serait pas mal de le faire quand même, mais là, je choisis de ne pas zoomer sur l'image. Et alors, le fait de prendre du bleu et du rouge comme ça, c'est une démarche volontaire. Ça sert à... Voilà, le petit téton, là. Ça sert à changer le contraste, à mélanger les deux. Après, je ne sais pas, là par exemple, dans ce stade de l'image, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en bas pour les jambes, quoi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Tu fais en train de piétiner du raisin dans un bac. Ah non. Fouler au pied du raisin, non?
À la ballerine, ouais, oui, très bien, ouais, mieux. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. Je voulais. En fait, au départ, j'aurais voulu qu'il soit plus dans un dans une espèce de bac, un truc un peu sirupeux. Vous savez, genre personnage de l'enfer un peu. Et pourquoi le bac? Pour parler de l'enfer? Parce par que exemple je le vois un peu comme, pour ceux qui connaissent le film Dune, l'ancien, un peu comme, comment il s'appelle là, le baron Harkonnen, qui est dans son espèce de truc avec des pustules partout là. Ça dit quelque chose à quelqu'un au premier rang. Il va. Comment? Comment tu dis? C'est pas? Semblait avoir trouvé le. Pas le nom. Après, je peux aussi exprimer mon complexe. Comment tu l'exorcises? Vas-y. Non, parce que il reste qui là? J'ai fait fuir qui? Ah, j'en ai fait fuir quelques-uns quand même. Hein. Ouais. Ah bon? Ah, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Bon, j'ai l'impression qu'on voit pas trop là. Peut-être qu'il faut que je clarifie tes volumes. Je... Ah, il y a beaucoup plus de détails à l'écran. Alors attendez, images, réglages, luminosité. Voilà. Ah oui, alors attendez. Calque, aplatir l'image. Tac. Hop. Il n'y a pas niveau automatique là dans le... Si, il y a contraste automatique. Ah, il n'y a plus? Ah, c'est dommage, c'est bien pratique ça. Alors dites-moi là, est-ce que si je fais ça et que je fais ça, on voit mieux? C'est un peu trop? Tiens, passe le micro. Non, il y a la personne là. Je crois que c'est en haut à droite le niveau sur cette version. En dessous de tes barres de couleurs. Attends, celui avec les petites vagues là, je crois. Mets ton micro, voilà. Ouais, celui avec les petites vagues, je crois. Essaye. Une petite quoi? Les petites vagues, enfin je sais plus. Enfin, le truc de niveau en fait. Enfin, je vais me... Je crois que c'est celui-là là, ce que tu cherches. Quoi ça? Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Hein. C'est ça ou pas? Ah, où tu bouges après que... Ouais, c'est ça. Ça va mieux là? C'est comment là? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, ok. Merci. Non, ça reste lisible. Ah merde. Salut. J'ai plus de questions. T'as plus de questions? Oui? Il y a plus de questions là. Il est où le papier? Oui, alors je vais poser une question. Qu'est-ce que, quand vous regardez une démonstration comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment ça vous inspire? Voilà, et à vous de parler. Bah, c'est surtout, c'est bien de voir comment les autres travaillent en fait. Voir des professionnels travailler en live. Et ça, c'est toujours intéressant quoi qu'on en dise. Parce que, bah voilà, grosso modo. Voilà. Et du coup, je vais passer le micro à qui veut.
Pas d'autres curiosités Je ne sais pas si on m'entend. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous êtes tous penseurs visuels? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il faut être penseur visuel pour pouvoir faire de l'illustration? Par penseur visuel, j'entends penser en images, avec des images dans la tête. Je sais pas, je pourrais pas parler pour mes comparses. Moi, oui, c'est vrai que je peux pas me balader sans imaginer, lorsque je croise un arbre, un environnement, comment me le représenter, comment le magnifier. Bien que c'est difficile de magnifier ce qui est déjà magnifique, mais oui, effectivement, je suis toujours en train de réfléchir. Même ici, lorsque je vois cette assemblée, comment on pourrait arriver à la représenter, comment on pourrait broder autour, qu'est-ce qu'on pourrait créer autour de ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous hante un petit peu. C'est-à-dire, on peut pas croiser quelque chose sans avoir envie de le dessiner. Normalement, bon, quand on est habité par ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'envie. Tout ce qui peut, un tant soit peu, quand on est un peu curieux et quand on a envie de comprendre comment des fois certaines choses sont faites, on a envie de le dessiner pour peut-être mieux le comprendre, mieux comprendre ce qui nous environne. C'est pas ça que tu voulais dire. Mais penser en termes d'image. Passer en termes d'image. Mais est-ce que le début de mon analyse était aller dans la droite ligne de ce que tu voulais savoir? Ou pas, c'est-à-dire en... Non, vas-y. Alors, essaie de clarifier un peu plus. Non, c'est difficile. En gros, il y a plusieurs manières de penser. Oui. Il y a des gens qui pensent avec des images dans la tête et d'autres pas du tout. Oui. Moi, je n'ai pas d'image dans ma tête et j'aime dessiner, mais je ne suis capable de faire que de la copie parce que j'ai aucune image le reste du temps dans ma tête. Je ne pas devant moi. Est-ce que c'est là le problème ou c'est simplement un problème de technicité? C'est-à-dire que tu es peut-être encore trop dans l'apprentissage d'une technique ou du dessin, tout simplement, qui t'empêche. Moi, je sais que, tu vois, j'ai beaucoup recopié. Très longtemps, depuis que je suis enfant, j'ai beaucoup recopié. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures formations. Avec l'école, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet de former son œil, de former sa main, de former son esprit, finalement, à mieux comprendre ce que l'on voit. Et surtout à être plus attentif. Justement, à se dire, on ne fait pas que passer devant les choses. On s'arrête, on regarde et on les dissèque pour essayer de comprendre la structure, de comprendre comment ça fonctionne. Et très longtemps, moi jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire de 7 ans à 15 ans, je n'ai fait que recopier. Puis tout d'un coup, c'est venu comme ça, je n'ai plus pu recopier. Il a fallu que je m'émancipe de ça pour créer par moi-même. Alors t'expliquer le processus, le cheminement, tout ça, comment ça s'est arrivé, je ne pourrais pas t'expliquer. Mais tu les voyais dans ta tête, les images? Mais je les voyais, je pense que je les voyais à force de pratique. Elles se sont clarifiées à force de pratique parce que justement, je n'étais plus, comment dire, j'avais acquis une aisance. Ma main était plus sûre, mon esprit était plus sûr, mon œil était plus sûr. Et comment dire, ma mémoire s'est aiguisée. Je m'en suis fait, comment dire, c'est très difficile à expliquer ce genre de choses. C'est vrai que c'est une curiosité comme beaucoup de personnes, mais c'est très difficile à expliquer. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à même comprendre comment ça fonctionne. Simplement, voilà, c'est venu, c'est arrivé chez moi, c'est arrivé brutalement. Il a fallu que je me mette à écrire. C'est comme si je ne savais plus recopier. Bizarrement, il a fallu que je crée. Je voulais, oui, mon indépendance vis-à-vis de ça. Et après est venue la facilité peut-être de penser, la facilité de représenter les choses dans ma tête, parce que je m'étais émancipé de la technique. J'avais une... Oui, tu as raison, je sais, j'imagine que c'est plus complexe que ça, ce à quoi tu penses. Mais voilà, moi je pense que c'est comme... Enfin, ça peut, je pense, un peu y participer. Si tu es encore en combat constant avec ton médium, ça parasite peut-être ta créativité, ça parasite ta manière de moi je sais qu'il a fallu quand même que je maîtrise certaines techniques pour après laisser l'esprit relâcher.
que l'esprit se relâche et puisse comment dire, ne plus penser à la technicité, mais à la, comment dire, à la... c'est complexe. Eline, aide-moi s'il te plaît, si toi tu as une visée, si tu sais mieux clarifier les propos. C'est vrai que c'est un peu complexe. Hein. Parce Mais, que ça se réfléchit pas comme ça. Le dessin, il faut pas le réfléchir à la limite. Moins ça se réfléchit, tu le fais. Tu fais les choses. Tu peux pas l'intellectualiser à ce point-là. Tu les fais. Même en parler, même après coup, c'est difficile de développer. D'autres sauront mieux le faire parce qu'ils se sont plus penchés sur la question. Mais c'est vrai que moi, c'est presque d'instinct, même pas quoi. Mais c'est venu comme ça. Moi, il a fallu que je m'émancipe de la technique pour pouvoir avoir l'esprit plus libre à créer, à me représenter les choses sans avoir eu besoin de support. Ça va ? Tu es le fils de Dylan ? Après, quand on parle d'images dans la tête, moi je sais que c'est vrai que quand je dessine, j'ai des idées, j'ai vraiment des images dans la tête. Mais je pense aussi que ça vient à force de voir des films, des dessins animés, des BD, machin. Il y a les images qui s'imprègnent et on finit par s'en inspirer, quoi. C'était au-delà, c'est vraiment le cerveau mon cerveau ne produit pas d'image mentale, jamais. Absolument jamais. C'est pour ça que, d'où ma question. Je n'ai pas d'image dans ma tête du tout. Mais tu as un certain nombre de souvenirs de films, sans image. De visuels, sans image. Non, jamais. Oui. Vous m'autorisez de répondre à ça ? Oui, vas-y. Moi, je pense que tu n'as pas d'image parce que peut-être tu n'as pas cultivé le sens de l'image. C'est-à-dire que prends un dessin et commence à faire des visages. Commence à faire des visages, juste peut-être en prenant un livre d'anatomie. Voilà. Et puis fais des pauses. C'est-à-dire des pauses, vous savez, voilà. Ouais, ce genre de pause, voilà. Et puis au fur et à mesure, ton esprit va se nourrir d'images. Ton nourrir va se nourrir d'images parce qu'en fait, tu es en train d'avoir un processus de création. C'est-à-dire que tu construis l'image. Donc au début, c'est des exercices de recopie, d'anatomie. Et au fur et à mesure que tu avances, tu es en train de nourrir ton cerveau. En fait, il faut arrêter. Disons qu'on part souvent, on est dans une culture, on est dans une époque de l'immédiateté. Et ça, c'est un fléau qui nous touche tous, où on a tendance à avoir les choses tout de suite. Et on ne prend pas le temps de se nourrir. Donc, si tu prends le temps de te nourrir, les choses vont venir naturellement, mais elles ne pourront jamais venir toutes seules. Jamais. Et donc, tout le monde dit, voilà, je suis pas doué pour le dessin, moi j'ai pas d'image, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, mais parce qu'on n'a pas nourri notre cerveau avec ça. Et ça prend du temps. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça répond à ta question, ceci dit, toujours pas. Non, je réponds à côté. Ouais. Mais alors, toi, à la limite, tu veux peut-être dire que tu croises, par exemple, tu vas croiser un arbre, mais il va pas te venir d'autre image que l'arbre que tu as devant toi. C'est ça. Tu vas pas pouvoir extrapoler autour de ça. Tu vas pas y voir, lorsque tu vas regarder l'écorce, il va pas te venir, par exemple, une autre image que celle que tu as devant toi, c'est l'écorce. Eh bien, laisse ton esprit presque halluciner. C'est-à-dire par Elle entre... Non. Parce que non. C'est toujours pareil. Je pense que, tu dois avoir un imaginaire, quoi qu'il en soit, quel qu'il soit, même s'il est un peu pauvre, il te semble moins développé. Moi, je comprends, je veux dire, il y a des, moi je connais des gens, quand ils lisent un bouquin, ils lisent les mots, mais il n'y a pas d'image derrière. Le cerveau ne forme pas, ça forme pas la scène. Les choses. C'est ça. Ça forme pas la scène. Je pense que c'est ça que tu évoques. Peut-être passer plus de temps à observer les choses, non ? Après, mais là, je pense qu'on sort du débat de l'illustration. Enfin, là, c'est des questions cognitives et compagnie. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse répondre à ta question aujourd'hui. Je suis désolé. Oui, c'est un sujet qui est souvent abordé. Justement. C'est comment arriver avec une matière première à développer tout un univers, à s'imaginer un autre univers, quoi. Non, c'est toujours pas ça. Non, si, non. On avait parlé à quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Bah écoute, ouais, non. Désolé, hein, je sais pas s'il y a eu un aimant de réponse, mais ouais.
Moi, je dis qu'il faut se mettre sur une feuille blanche et il faut s'amuser à dessiner n'importe quoi. De Au toute début, façon, c'est ouais. tout raté, mais en fait, on rate pas parce qu'on est en train d'apprendre. Et oui, oui. Nous, de toute façon, c'était à force de justement de regarder les choses, de s'en faire des banques d'images, que ce soit mental ou même sur support physique, et mais à force de se nourrir de ça, sont venus des univers. Mais ça reste malgré tout, même pour nous, assez compliqué de créer du nouveau sur quelque chose d'existant, sur quelque chose de réel, sur quelque chose de tangible. Oui, c'est un processus. Il faudrait comme tu dis, des spécialistes justement du cognitif pour savoir comment ça fonctionne. Mais certains illustrateurs le comprennent bien, ça. Hein, ils arrivent à l'expliquer. Hein. Mais ouais, c'est difficile à transmettre. Je sais que ça dépasse beaucoup de personnes, mais je ne sais pas si c'est finalement... oui, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On pourrait se dire que ça vient de la pratique, et peut-être que ça vient... Non, d'accord, tu as étudié un peu la chose, ok. D'accord. Oui, alors là... Ouais, du coup, donc, pour reprendre ce que vous disiez à propos des dons, moi je pense pas qu'il y ait le don du genre tu l'as, tu as besoin de rien faire. Par contre, il y a quand même des prédispositions. Il y a des gens qui ont une affinité avec le dessin, là où d'autres l'auront pas forcément. Il y en a qui auront plus de facilité que d'autres. Probablement. Il y a toujours un Oui, boulot bien monstre sûr. pour arriver à un niveau professionnel, ça c'est Oui, clair. oui, probablement. Mais, dans les oui. disciplines artistiques comme dans les disciplines scientifiques ou autres, il y a des gens qui vont avoir des facilités. En maths, il y a des gens qui comprennent tout de suite. Il y en a qui vont ramer pendant des oui, années. oui, Quoi. tu as raison. C'est pareil pour le dessin, c'est pareil. Il y a quand même des... Tu as raison. il y a des Oui. affinités, il y a des choses... des prédispositions. Mais c'est étonnant de voir à quel point les gens sont déçus de ne pas savoir dessiner. Par contre, ils peuvent apprendre. Ça, C'est sûr. beaucoup plus. J'entends beaucoup plus souvent ça que oh mince, je n'ai pas réussi dans les maths quoi. C'est vrai. Et c'est incroyable la déception que ça peut créer chez les gens. Mais je ne sais pas dessiner. C'est un truc, c'est formidable. Mais tant mieux, c'est bien. C'est vrai que c'est une très belle forme d'expression qui permet une des manières avec l'écriture de pouvoir représenter son monde un petit peu à sa manière et tel qu'on le voudrait finalement, même si on enlève la vie, c'est beau, ce qui nous entoure, c'est beau. Simplement, c'est juste l'humain qui en fait une mauvaise chose. Mais c'est vrai que ça reste, une frustration assez récurrente quoi, chez les gens. Et, oh, j'aurais bien aimé. Oui. Bah oui. On ne sait jamais trop quoi répondre à ça finalement. Oui, fais-le. Si, fais-le. Mais voilà. Il est pas trop tard, fais-le quoi. C'est ça, il faut essayer. Je pense que c'est qu'une question de motivation et de passion. Hein. Si la personne elle regrette, mais qu'en même temps elle fait rien à côté pour pouvoir avancer, en même temps on peut rien faire. Mais Quoi, hein, voilà. Et puis souvent c'est un moyen de s'échapper pour certains de conditions très difficiles, soit familiales, sociales, etc., qui font qu'ils sont obligés de passer par une expression quelconque artistique pour pouvoir pour laisser échapper ça. Souvent ce qui fait que l'art perdure. C'est parce qu'il faut absolument extérioriser les choses. Moi j'ai été un introverti, personnellement. J'étais dans ma bulle, j'avais pas beaucoup d'amis. Et je me suis créé mon univers, tout simplement. Le dessin m'a permis c'était un compagnon pour moi, véritablement. Parce qu'il y a, je dis pas que ça relève chez tout le monde un manque, mais il y a toujours, il y a souvent une carence quelque part, quelque chose qui fait que vous plongez corps et âme parce que ça vous aide à voilà. Mais bon, on va pas rentrer non plus dans les choses trop intimes. Voilà, donc pendant ce temps-là, Laurent a enfin zoomé sur son image pour rentrer dans les détails dont tu nous parlais tout à l'heure. Il était temps. Oui, maintenant on rentre dans le détail. Combien il me reste de temps là 10 minutes, 5-10 minutes. 5 minutes. Alors c'est vrai que la technique Photoshop a ce site pervers, c'est que très vite vous pouvez accéder à un concept ultra efficace sans être forcément un illustrateur des plus chevronnés. Ça laisse souvent l'impression aux gens que Photoshop c'est facile et devenir illustrateur c'est facile. Photoshop a laissé une impression un peu biaisée du métier. Et alors qu'en vérité, Photoshop n'a jamais aidé à rendre un peintre véritablement peintre. Simplement, c'est vrai que ça permet très vite d'avoir quelque chose qui a de la gueule. Parce qu'avec un tas de photomontage ou de plaquage de texture, là encore, vous voyez, on a vraiment travaillé comme des traditionnels. Mais on peut aussi des fois, sur une base comme celle-là, rajouter une texture qui va venir enrichir. C'est pas de la triche, simplement ça permet d'augmenter la qualité de l'illustration. Et comme disait un illustrateur dans une convention, il disait mais si l'éditeur préfère avoir
comment dire, un visuel optimisé par l'ajout d'une texture, alors que sans, il aurait moins apprécié. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plonger, vous allez quand même le faire. Parce que voilà, justement. Mais quand même, à la base, il faut avoir des bases très solides. Photoshop n'y fera rien. Parce que je vois, c'est arrivé que justement que les gens considèrent, voilà, Photoshop c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai que tout dépend comment vous l'utilisez. Il faut savoir le maîtriser aussi, hein, parce que franchement, Photoshop, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Enfin, ça reste un outil, de toute façon. Ça reste un outil. C'est un outil, comme je veux dire, c'est pas parce que tu as Word que tu sais écrire, quoi. Exactement, tout à fait. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui et c'est pour ça que, je sais pas si c'est pour ça que souvent une illustration, un original que vous allez faire sur Photoshop va être dévalorisé parce qu'il aurait été fait. Je vais une anecdote. J'avais imprimé sur toile une illustration faite sous Photoshop, qui avait l'apparence du traditionnel. Une personne est arrivée sur le stand, elle avait beaucoup aimé, elle a vraiment flashé cette illustration, elle est magnifique, elle me disait, etc. Et elle m'a dit, c'est peint sur toile? Je lui ai dit non, c'est une reproduction. Elle est partie aussitôt. Ça a tout de suite perdu son intérêt, parce qu'il y avait eu le mot Photoshop derrière. Croyant que finalement, je ne sais pas ce qu'elle croyait véritablement, mais et j'ai eu souvent cette réaction-là. Et je disais, mais vous jugez quoi finalement au bout du compte? Vous jugez les 30 ans d'expérience ou vous jugez juste le support qui est utilisé? Ce que vous voyez sur cette toile, c'est 30 ans d'expérience. 30 années. Et il suffit d'un mot pour que ces 30 ans valent pour rien. Que tout l'attrait du visuel perde finalement sa valeur. Je planche encore un petit peu là-dessus pour comprendre finalement pourquoi ce n'est pas considéré comme un original à partir du moment où c'est fait sous Photoshop. Vous avez beau parler de fichier source, on va dire c'est presque l'original. C'est comme si vous proposiez le dessin sur le papier. Nous c'est ce que voilà. Mais même ça, non, c'est on peut lancer un débat, long débat, c'est très difficile. Vous, je sais pas si vous avez une idée là-dessus. Personnellement, ça m'échappe. Est-ce que justement, elle pensait que c'était imprimé en plusieurs exemplaires et du coup, c'est ce côté-là qui lui a pas plu Peut-être qu'elle voulait justement un original en un seul exemplaire. Je sais pas. Qu'avec Photoshop, on sait qu'on peut réimprimer à la demande, donc du coup... Alors il a fallu que j'interroge à ce moment-là. Mais même la personne n'a pas vraiment été très claire, ceci dit, sur le pourquoi du comment. Donc, et malheureusement, ça dévalorise la valeur marchande aussi. Malheureusement, on est obligé, nous aussi, de penser en ces termes. Mais c'est vrai qu'une illustration faite sous Photoshop est vendue moins cher par moment qu'une illustration faite en traditionnel. Moi, personnellement, sur Photoshop, je continue à travailler pour les plus difficiles, 30 à 40 heures sur une illustration. Quasiment autant de temps qu'en traditionnel. Mais on ne va pas forcément me l'acheter plus cher. Surtout que là où ça devient ridicule, c'est qu'une personne va plus facilement acheter et même mettre plus de prix sur quelque chose qui a été fait en traditionnel, entre guillemets, et qui aura été du coup aussi photocopié et réimprimé. Il va racheter la réimpression, la copie. Alors qu'un truc Photoshop, pourtant, finalement, c'est la même chose. Ça a été un truc qui a été fait une fois, mais qu'on en a fait plein de copies. Ça, il ne va pas vouloir non plus. Ouais. C'est juste parce que le raisonnement se dit c'est une méthode nouvelle, je ne connais pas tout à fait comment ça fonctionne, alors que les artistes d'antan, ceux qui étaient bons, ils faisaient ça, et ceux qui font pas ça, c'est que des mauvais. À mon avis, c'est à peu près le raisonnement. On est vraiment dans la... Voilà. L'impression que j'ai, de manière générale, c'est que les gens ont tendance à donner de la valeur à l'objet en tant qu'objet unique, au lieu de donner de la valeur au travail qui a été fait. Et du coup, ils ne se rendent pas compte que... Pardon. Oui, j'ai du mal. Ils ne se rendent pas compte qu'on donne de la valeur à une illustration par rapport au travail qui a été fait, par rapport au temps qui a été passé dessus. Oui. Pas par rapport à l'objet en tant que ceci est une illustration. C'est mieux là. Exactement. C'est ce qui devrait primer, effectivement. Ça. Et c'est difficile pour eux de s'en rendre compte, effectivement. Tandis que nous, en tant qu'illustrateurs, on le sait, on a passé 40 heures sur une illustration sur Photoshop ou 40 heures sur une peinture. Pour nous, c'est la même valeur, du coup.
Exactement, Et tout à fait. c'est Et plus difficile à oui, bien appréhender. sûr. Tu as une œuvre originale quand bien même elle est imprimée sur un support. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je peux me tromper. Mais si la personne veut, à la limite, même une illustration faite sous Photoshop, imprimée sur support, s'il suffisait de lui dire, s'il suffit de lui dire, c'est bon, ça sera imprimé en un seul exemplaire, et qu'elle considère ça enfin comme un original, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est finalement c'est difficile de leur faire accéder finalement à ce qui fait véritablement, comme tu disais, la valeur essentielle de l'œuvre, c'est-à-dire l'expérience qu'il y a derrière. Voilà. Ouais, après, c'est dénigré. Donc ouais, effectivement, oui. Après, il y a peut-être le côté aussi, ça a été imprimé. Donc finalement, c'est pas la main de l'artiste qui l'a, tu vois. Et pourtant. Tu vois, oui, non, mais oui, d'accord, non, mais bien sûr. je te l'accorde. C'est Et sûr. tu vois, il y a eu l'impression entre l'artiste et finalement moi, acquéreur de l'œuvre. Oui. Je pense qu'effectivement ça peut déranger aussi, quoi. Oui. Après, d'un autre côté, c'est vrai que les œuvres imprimées comme ça elles sont beaucoup plus accessibles qu'une toile originale peinte directement sur toile. En termes de prix, ça n'a rien à voir, quoi. Une reproduction, c'est quelque chose que même un étudiant peut s'offrir. Donc c'est bien aussi, c'est une bonne chose. Ça rend l'illustration plus accessible. Oui, absolument. C'est vrai que c'est devenu que pour les collectionneurs finalement. C'est quelque chose à prendre en compte aussi, quoi. Ah oui. Ah, mais c'est un sujet encore qui est à soulever. Mais oui. Eh oui. Ce qui fait qu'on ne vend jamais les originaux et on ne fait véritablement jamais chou gras de son art, parce que justement les gens n'ont la possibilité d'acheter que finalement les reproductions. Mais écoute, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, Laurent est en train de rajouter des choses. Je crois que là, il sait plus quoi faire sur sa toile parce que il a rajouté un cœur sur le ventre de son personnage. Tu lis, t'en as marre, Laurent. T'es le seul qui a pu aboutir à peu près. De toute façon, on arrive au terme de la conférence. Laurent, je te propose de nous faire un commentaire global sur ce que tu as fait. Alors oui, alors je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez vu que j'ai utilisé plusieurs techniques. Alors je vais vous en montrer une. J'ai fait ça. Alors par exemple, vous voulez changer. Attendez. Voilà. Vous voulez changer la texture d'une image ou sa luminosité ou son... Voilà, globalement. Donc, vous ouvrez un calque supplémentaire ici. Alors ça, on fait ça quand on s'est trompé ou qu'on n'a pas trop le temps. Quand on n'a pas trop le temps avec des éditeurs, vous choisissez votre couleur de référence. Donc là, je vais faire n'importe quoi. C'est pour vous montrer. Je vais prendre du vert. Et là, je vais choisir où je veux du vert. Donc... je vais dire que je veux du vert. On va dire que j'ai un spot vert. Alors, un spot vert qui est au-dessus de son visage. Voilà, j'ai une lumière qui vient dans cette direction-là, de vert. Alors, voilà. Donc là, le vert va taper. Alors, faut voir un petit peu la morphologie, la géométrie. Donc, ça va taper sur son gras, là, sur ses nénés. Voilà. Voilà, d'accord. Donc là, comme ça, a priori, c'est moche. Bon, je pense que quand je vais le faire, ça va être moche aussi, mais bon, c'est pour la démonstration, voilà. Voilà. Et donc, ici, je vais passer en mode incrustation. Et donc, le vert va s'incruster sur la couleur déjà existante. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça a un certain rendu. On peut donc changer la luminosité de ce qu'on a fait. Voilà, et ça permet de définir une source lumineuse verte au-dessus du personnage. Voilà. Alors là, je suis très saturé dans l'image. Je suis très saturé parce que je pense que c'est plus facile pour vous pour voir sur un écran. Normalement, il faut travailler avec des couleurs qui sont beaucoup plus paisibles à l'œil. Là, je suis extrêmement saturé. Un autre point, c'est... quand par exemple vous voulez faire des effets de lumière, notamment sur du métal, donc vous sélectionnez la lumière et vous passez pour votre pinceau
en mode, alors je me rappelle jamais. Alors attendez, il faut que je fusionne le calque déjà. Voilà. Alors non, c'est pas ça. Alors c'est pas ça. Voilà. Donc, alors ça, il faut l'utiliser de manière délicate, mais en fait, vous allez brûler l'image. Donc, c'est bien de travailler avec une opacité un peu faible. Et là, on va avoir du mal à le voir parce que je vais le faire sur le métal. Vous allez brûler l'image. Vous voyez cet effet de brûlure là. Donc, ça ravive la couleur. Ça ravive les couleurs vives et moins les couleurs sombres, vous voyez. Et ça donne tout de suite un effet de contraste fort. Voilà. Voilà. Vous voyez, un espèce de métal plus fort. Ah oui, mais alors là, vous voyez rien, là. Si, vous arrivez à voir, ouais. Alors, un autre aspect, c'est que vous voyez le personnage, là, il a une tête qui est quand même assez ronde. Ça manque un petit peu de charisme, c'est pas très très beau. Donc là, quelque chose qui est facilement utilisable aussi, c'est que vous travaillez avec ça. Ah oui, ok, d'accord, voilà. Et donc, on va augmenter l'épaisseur. Oula. Alors là, vous allez voir, c'est magique. Si je veux... Non, mais t'es pas obligé de ça, il suffit qu'à la base. Voilà, là, je peux mettre un petit peu de mouvement en bas. Voilà. Tu vas créer des raccourcis, mais sinon tu peux le faire également en faisant le faire sur ton cookie, voilà, en travaillant jusqu'à ce que tu veux. Là, c'est parce qu'on a une idée qui est bien à mesure. Mais quand il y a un masque, t'es obligé de faire un procédé comme ça. Là, il aurait pu le faire aussi simplement. Il prend sa couleur et puis Voilà. il évolue. On va utiliser un outil qui permet. Et donc, alors, il est où le... Voilà, regardez, avant, après. Vous voyez ? C'est gain de temps. Voilà, on peut corriger des images comme ça. Et alors, le dernier élément que je vous montre, c'est, vous savez, quand on fait un dessin, pour vérifier si le dessin est équilibré, il faut le regarder dans un miroir. Donc là, vous faites ça, vous faites image, voilà, rotation, et vous faites une symétrie horizontale. Surtout pour les visages. Hein, voilà. Et là, vous voyez, le visage n'est pas très équilibré. Voilà. Alors, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, tu as raison, je faisais qu'étayer tes propos. L'effet miroir, voilà, exactement. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là ? Édition. Symétrie, tu le trouves ? Voilà. Et là, je vais corriger l'inversion de mon visage. En effet miroir. Moi qui m'amuse à le redessiner à chaque fois. J'ai trouvé le truc. Voilà. Et alors en général, si vous faites ça, alors ça, normalement, c'est de la triche. Bon, c'est de la triche, mais après, si on est payé par l'éditeur parce qu'on a fait une belle image, c'est plus de la triche. Hein. Je crois que tu en as parlé à un moment. C'est un gain de temps. Oui, c'est un gain de temps. Ouais. Et par contre, ça a quand même cet énorme avantage, c'est que, bon là, l'image, elle n'est pas... Enfin, j'ai fait un truc rapide, donc je ne vais pas pouvoir... ça a quand même ce gain de temps qui est que... Non, gain de temps, qu'est-ce que je dis ? Oui, si on l'utilise de trop, ça, on déforme tellement notre image qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est quand même à utiliser avec parcimonie, quoi. Bon, moi, je l'utilise assez rarement. Alors, vous voyez, voilà le visage avant, voilà le visage après. Vous voyez, avant, après. Voilà. Et si je reviens donc, du coup, à mon image de départ, image, rotation, c'est où rotation ? Tu aurais commencé par un croquis solide, c'était bon, quoi. T'avais pas à bouger quoi que ce soit. Ouais. Alors moi, sur les couvertures de Venzia, j'ai fait un crayonné très détaillé, donc il est hors de question que je fasse ça. Ouais. Mais voilà. Bon, ben voilà. Super, merci. Donc on peut applaudir le boulot de Laurent.
Ok, bah, la conférence s'arrête là, donc merci à tous pour votre participation, autant le public pour vos questions que les illustrateurs pour s'être prêtés au jeu. Et donc vous les retrouverez tout le long du festival, tout le long du week-end sur leurs stands respectifs. Vous pourrez continuer à discuter avec eux, à leur poser des questions. Merci. Et merci d'être venu.